est-ce que la communauté afro appartient à la communauté nationale, auquel cas, effectivement, c'est à l'État de livrer, comme le font les Américains avec le Black History Month, eh bien, de livrer cette part obscure de l'histoire et du rôle de la France sur les communautés afro. Ou alors, est-ce que la communauté afro n'appartient pas à la France, et auquel cas, c'est à elle d'être autodéterminante et de prendre en main son destin, comme tu l'as fait, en se retroussant les manches, en lisant et en prenant le soin de transmettre, comme le font d'autres communautés. Mais si on appartenait clairement, de manière digne et respectueuse à la communauté française, on n'aurait pas à demander la revalorisation de nos anciens, on n'aurait pas à demander une réparation par rapport aux sévices et à la catastrophe qu'est l'esclavage. On ne nous le donne pas, ça. On ne nous le donne pas. On nous donne un ballon et un micro. Et on est content. Réparons-nous nous-mêmes. Prenons nos destins. Tu es d'accord avec ça? Prenons nos destins, travaillons pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et moi, je n'ai pas l'Élysée demander est-ce que Macron, il me donne un billet. N'est-ce pas ton Élysée, quelque part? Qu'est-ce qui définit l'appartenance à une nation? J'estime que cette histoire, elle ne doit pas être enseignée uniquement à la communauté afro. Et c'est là où, pour le coup, on peut avoir une divergence. Moi, je pense que c'est une histoire de France et qu'elle doit être enseignée à l'ensemble des Français. Après, nous, on a un rôle à jouer quand on est militant associatif, quand on a une émission comme celle-ci, ou quand on est engagé en politique. Notre rôle aussi, c'est de se dire de quelle manière on se bat pour que, justement, on ait ces formes de réparation. Mais j'estime qu'on n'a pas à l'enseigner uniquement qu'à la communauté afro. Parce que ça permet... le fait d'être issu de cette histoire, ça permet aussi d'avoir des arguments et de se défendre face à des personnes parfois qui peuvent avoir des propos racistes et qui te disent « toi, tu n'es pas français ». Moi, que tu le veuilles ou non, je suis là. Mes parents sont venus, mon père a reconstruit une partie de la France, je suis née en France, mes enfants sont nés en France, je suis là. Après, chacun fait ses choix. Tu veux vivre au pays, tant mieux, tu veux vivre ici, mais comment tu fais pour que, en tout cas, ta vie... que tu puisses avoir une vie en fait juste digne et décente en fait. Mais c'est pas quémander, c'est juste un droit. Je suis là, c'est mon droit. Si je peux répondre d'abord à la question d'Herman sur la situation, notre position en tant qu'avocat et en tant qu'homme. Bon, avocat, Wadi vous l'a exprimé puisqu'il est l'avocat de Tariq Ramadan. En tant qu'homme, en tant que membre d'une minorité, en tant que musulman, on se sentait en quelque sorte représenté par Tariq Ramadan. Et quand ils ont touché à ce représentant-là... et de quelle manière? Et de quelle manière exactement? Eh bien, on s'est tous sentis discriminés. Et c'est comme en fait si on avait touché à notre grand frère et qu'on venait là nous humilier en quelque sorte, parce que c'était nous dire à toutes les personnes qui étaient représentées par cet homme-là, qui lui, il ne proclamait aucun pouvoir, aucune élection, mais les gens, la population musulmane se sentait représentée par Tariq Ramadan. Eh bien, c'est comme si on nous disait « on ne vous respecte pas, vous en tant que communauté, vous en tant que minorité ». Et voilà le sentiment qui a été le nôtre. Quel aurait... Alors, selon vous, justement, je rebondis là-dessus, oui. ce positionnement judiciaire, qu'on pourrait même qualifier judiciairo-politique, est-il le résultat d'une forme de néocolonialisme qui ne dit pas son nom, suivant lequel le casque colonial n'est plus sur les têtes, mais dans les têtes, et qui, dans les traductions, le noir et l'arabe restera toujours l'inférieur, pour la faire courte, ou alors, est-ce que c'est le résultat du 11 septembre, qui, voyant dans Tariq Ramadan le cheval de Troie, d'une forme de salafisme, parce qu'on le rattache souvent aux frères musulmans, à Hassan al-Banna, toute cette mouvance. Donc, selon vous, sous quel angle il faut voir le prisme du jugement qui s'est abattu sur lui? Colonial ou, on va dire, religieux, géopolitique? Je dirais pas, je trancherai pas comme vous la question et je ne mettrai pas deux hypothèses. La mienne serait peut-être un mélange un peu des deux. Ce serait une défiance à l'égard d'une religion qui est peut-être nouvelle sur le territoire national et qui commence à prendre la place. Donc il y a un mélange un peu de crainte par l'ignorance et aussi un peu aussi de sentiment néocolonial. Ça, je veux bien vous croire sur ce point-là parce que vous avez, si vous voulez... Alors, me croire, moi je suis de l'extérieur, je vais adhérer à cette... Partiellement. Est-ce que vous sentez... Ce qu'on peut dire, c'est que
globalement, Tariq Ramadan était aussi, avait aussi cette symbolique finalement de l'arabe ou du noir, excusez-moi le terme, mais qui ne ferme pas sa bouche, qui ne ferme pas sa gueule devant les politiques, etc. Et parce qu'à cette dimension géopolitique, historique, etc., il faut aussi y associer, je pense, une dimension aussi personnelle. Parce que beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de journalistes en voulaient à Tariq Ramadan pour avoir notamment cloué au pilori par Tariq Ramadan. Donc il y avait une certaine rancœur intellectuelle. Beaucoup d'hommes politiques, de beaucoup de journalistes qui d'ailleurs voulaient sa peau. Et qui d'ailleurs, au moment où effectivement il était placé en garde à vue, puis mis en examen, se sont frottés les mains en disant, et même certains journalistes, quand ils voyaient effectivement des injustices, des choses qui étaient faites, finalement, ouais, mais c'est Tariq Ramadan, là où effectivement on aurait pu penser que faire le métier de journaliste, c'était aussi savoir penser contre soi et savoir aussi dénoncer les injustices lorsqu'elles sont flagrantes, ou tout du moins les mensonges et les contre-vérités. Eh bien, il y avait cette dimension, ouais, mais finalement, c'est Tariq Ramadan et on ne va pas forcément mouiller la chemise pour le défendre. Celui qui traite l'autre de façon, on va dire, négative, qui fait preuve de racisme à l'endroit. En général, il est à l'école. Il allait à l'école de la République. Oui, bien sûr. Il est à l'école de la République, il est éduqué, parfois il est très diplômé. Tu as des mecs à droite qui ont lu beaucoup de bouquins, qui sont remplis de diplômes. Ça ne les empêche pas de sortir des immondices sur les Noirs, les Arabes, sur l'islam, sur les minorités, alors qu'ils sont remplis d'une éducation. Mais quelle est l'éducation ? C'est ça que je dis tout le temps. Et c'est pour parce qu'à un moment donné, même un mec comme François Fillon qui a fait les grandes écoles te dit qu'il y a eu des vertus pendant la colonisation. Il t'a dit qu'il y a eu les effets positifs. Ces gens-là étaient mal éduqués. Oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, moi, mon travail, moi, je te dis, moi, j'ai 30 000 jours sur Terre, moi. Mon temps, il est compté. Mon travail, c'est pas d'aller éduquer des gens qui pensent qu'ils le sont, alors qu'ils ne le sont pas. Mon travail, c'est de me réparer et de montrer une certaine puissance. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Moi, aller rééduquer François Fillon et les autres, ça ne m'intéresse pas. Ben moi, je pense que si. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on a des gens, qu'on le veuille ou non, nous, on a cet engagement. Mais qu'on le veuille ou non, on a une partie de la communauté qui ne partira jamais et qui sera là. Notre rôle aussi à nous, c'est de leur faciliter les choses. Mais si on la rend puissance économiquement, je crois qu'on ne va pas la faciliter les choses. Je crois que c'est par rapport à l'histoire qu'on va se faire respecter. Oui, mais là, toi tu es hyper utopique en pensant que tout le monde partira ou vivra dans un monde économiquement... Ça, moi. Mais si, c'est parce que tu dis... Je dis qu'aujourd'hui, c'est la communauté noire. Mon propos, il est très simple et j'espère qu'il sera répété un maximum de fois. Si la communauté noire n'est pas prise au sérieux en France, c'est parce qu'économiquement, elle ne pèse pas. Oui, mais ça, on est d'accord. Donc, moi, mon problème, il est d'abord économique. Oui, l'histoire, c'est assis sous le gâteau. Sur ça, on est d'accord. Donc, prenons-nous en main, devenons une puissance économique, arrêtons d'enrichir les autres, commençons par nous enrichir nous-mêmes, et à ce moment-là, on verra après pour, François Fillon, viens, on va te rééduquer, on va t'apprendre ce que c'est que les vices et les catastrophes de l'esclavage et la colonisation. Mais moi, j'ai pas le temps de le rééduquer aujourd'hui, là. Je suis en train de bâtir un empire, j'ai pas le temps pour ça. On est, quelque part, un exemple qu'il faudrait suivre, je le dis sans prétention aucune. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait des personnes qui appartiennent à ce camp, justement, des racistes, pour faire comprendre à leurs semblables qu'il faut mettre un terme à cela. Je crois qu'elle est importante, la lutte contre le racisme. Importante, d'accord. Je crois qu'elle est importante. Et ne pensez-vous pas qu'elle a plongé, depuis maintenant 30 ans, avec le recul historique, une grande partie de notre communauté dans une forme de victimisation qui consiste à accuser en permanence, que ce soit l'État, la police, les institutions ici ou là, de sorte que le temps qu'on passe à justement accuser, à taper, psychologiquement, et je sais que vous évoquez souvent la question de la psychologie, de la mentalité, eh bien, nous a retiré l'énergie, ça a été évoqué tout à l'heure, l'énergie nécessaire pour exceller, pour sortir de notre classe sociale par les moyens qui sont à notre disposition. On n'est pas autant de Jim Crow, il n'y a pas des afros qui sont pendus à chaque coin de rue, et il n'y a personne qui se met en travers de notre chemin quand il s'agit d'aller à la bibliothèque. Donc, est-ce que, de ce point de vue-là, la lutte contre le racisme ne s'apparente pas de plus en plus, et depuis maintenant quelques décennies, dans une forme de lutte pour la victimisation? Il n'y a pas de loi Jim Crow en France, certes, mais il y a un racisme plus insidieux, et nous, on est à des niveaux, nous qui parlons ici, nous sommes à des niveaux de compréhension de la société, de l'humanité, des sociétés humaines, qui n'est peut-être pas le niveau de compréhension de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ou de gens très jeunes qui découvrent le monde et entendent tout ça, ils sont dans un environnement qui n'est pas le nôtre.
Moi, je suis d'accord avec ça parce que je ne veux plus gaspiller mon énergie à dire à l'autre que ce qu'il fait n'est pas bien. L'énergie doit être utilisée à bâtir et non pas. Nos vies sont trop courtes pour ça. Mais je crois qu'il est important que certaines personnes, certaines franges de la population mènent. Si dans ma famille il y a un problème, ben, il faut que je règle ce problème-là. Mais je crois que nous, en tout cas, qui subissons le racisme, on ne doit pas s'engager à lutter contre le racisme, mais on doit arriver dans ce pays-là à nous construire, à mettre notre énergie là où nous devons la mettre, c'est-à-dire nous sommes des minorités. Mais quand je parle de minorité, je ne parle pas de minorité en termes de nombre, mais en termes de considération. Nous ne sommes pas considérés dans ce pays-là. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est notre énergie, c'est à bâtir autre chose. Quand on grandit, par exemple, en France, en banlieue, on va à l'école tous les matins. Sur le fronton sont inscrits liberté, égalité, fraternité. L'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 98. On est tous ensemble sur les Champs-Élysées. Donc on croit, d'une certaine façon, même si on ne théorise pas, à cet idéal républicain. Pas Benetton, vraiment l'idéal républicain. On est tous ensemble, les couleurs de peau, ce ne sont que des détails. Voilà, les couleurs de peau, ce ne sont que des détails. Donc la France Black Blanc Beurre, à un moment donné, peut-être on se réveille, on dit, mais finalement, est-ce que les autres ne pensent pas que la France Black Blanc Beurre, telle que moi je la vois, finalement ne serait rien d'autre qu'une France blanche avec un œil au beurre noir? C'est-à-dire que, où nous autres, issus des minorités, nous soyons un peu comme des verrues sur un joli visage de Marianne. C'est-à-dire que vous je crois qu'on est des congénères, quasiment. Est-ce que vous n'avez pas été traversé par finalement cette résignation, vous dire finalement c'était une mascarade, c'était un chèque en bois, cette triptyque républicaine. Maintenant, je vais penser aux nôtres, je vais essayer de les défendre avec les armes dont on dispose, les armes institutionnelles, les armes académiques, les armes économiques. Mais sinon, pour l'aspect idéaliste, l'aspect républicain, on va laisser ça aux adorateurs des bisounours. Tant qu'on n'aura pas une réelle égalité de l'ensemble des territoires, quand on n'aura pas une réelle égalité avec l'ensemble des Français, ben on ne peut pas parler d'égalité réelle. Ça, clairement pas. C'est pas possible. Moi, je vais paraphraser Desporouti qui disait, je cite, « L'égalité des droits, une grosse escroquerie. Quand les petits se rendront compte, ils feront des dingueries. » Moi, je souscris à 200% à cette réalité. Moi, je ne crois pas en cette réalité. Okay. Parce que quand tu as des communautés qui sont plus souvent victimes de discrimination à l'embauche, de discrimination pour obtenir un logement, de contrôle aux faciès, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc déjà, je n'y crois pas. Après, c'est pas pour autant que je dis pas qu'il faut se battre. Je dis qu'il faut se prendre en main. Je dis qu'il faut pas attendre des pouvoirs publics. Il faut être proactif, il faut s'organiser en association, en collectif, en société, se prendre en main avec des personnes qui nous ressemblent et créer de la valeur, créer de l'argent, créer de l'emploi pour des personnes qui sont susceptibles de t'apprécier comme tu es, de ne pas se dire « Ah, c'est une femme voilée, ah, c'est un homme noir, ah, c'est un homme jaune ». Non, t'es compétent, on bosse ensemble. C'est pas grave, t'as pas l'emploi que tu veux à la mairie, t'as pas l'emploi que tu veux au département. Moi, je te donne ta chance, viens, tu bosses avec moi. Et c'est comme ça qu'on devient une puissance économique et qu'on ne se soucie pas du regard des autres. Le problème de chez nous, c'est qu'on veut être validé par le système. On veut que le mec qui a la boîte de nuit qui est hype nous laisse rentrer. On veut que le mec qui a le restaurant nous laisse rentrer. On veut que le mec qui soit en poste dans telle entreprise, coté en bourse, nous laisse rentrer. Arrêtons. Ils veulent pas de nous, c'est pas grave. On s'organise, on se prend en main. Mais aller à chaque fois dépenser une énergie folle pour rentrer dans un restaurant alors qu'on veut pas de toi, pour rentrer dans une boîte de nuit alors qu'on veut pas de toi, elle est là la mentalité du petit nègre. Le petit nègre, c'est le syndrome de Stockholm. Donc c'est la mentalité du tirailleur. C'est la mentalité du tirailleur, c'est je veux me dévouer à toi alors que tu veux pas de moi. La femme battue, elle est tabassée matin, midi, soir comme un antibiotique et elle veut quand même rester avec lui, elle veut pas divorcer parce qu'elle a le sentiment que c'est son paroxysme sentimental. Mais sortons de cette logique-là. Telle énergie qu'on déploie là quand on va manifester, quand on va devant l'Assemblée, c'est une énergie que tu as en moins pour créer une activité. Moi, je suis désolé. Lorsque dit oui, l'élite, est-ce qu'elle existe? Bien sûr qu'elle est là. Bien sûr qu'il y a des femmes et des hommes de grands talents. Mais nous sommes aujourd'hui, dans nos comportements, nous sommes des individualistes. Et parfois, lorsque vous avez des femmes ou des hommes en position de faire bouger les choses ou de rassembler, vous apercevez au bout de quelques mois, ils sont dans la division. Ils sont en guerre avec ceux avec qui ils se sont alliés auparavant. Moi, je dis toujours, lorsque on n'est pas d'accord avec l'un des nôtres qui mène un combat, on se tait. On parle entre nous à la maison. On appelle la personne. Mais en public, rien. C'est tellement dur de gagner du terrain.
Moi, je suis désolé, depuis l'âge de 16 ans, je suis sur le terrain. J'ai 57 ans. Et lorsque je vois certains essayer de démonter ce qui a été fait, alors que vous devriez justement prendre ce qui a été fait, vous approprier de cela. S'en inspirer. Et que nous, de la génération précédente, on vous aide à aller en disant « ça y est, nous on s'arrête, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, c'est à vous d'y aller. » Et on est incapable de ça, de part et d'autre. Et je ne pense pas pour aller dans le sens de ton développement, du fait de se réveiller et de voir que l'idéal républicain est un leurre, je ne pense pas qu'il faille se réfugier dans le communautarisme. Je pense que la République, elle est composée de tous les citoyens, nous y compris. C'est-à-dire que notre point de vue, je pense qu'il faut que... Nous sommes des bâtisseurs de la nouvelle République, d'une certaine façon. Exactement. Parce que la France d'hier, avec le colonialisme et cette vision de la minorité de l'Africain, du Nord-Africain qui vient sur le territoire et qu'on exploite, elle est terminée et il faut que nous aussi, avec des postes clés, avec l'excellence, comme tu dis, eh bien, nous prenions la place qu'on refuse de nous donner. Et c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas que l'on se réfugie dans le communautarisme, il faut qu'on reste fort et fier de notre identité, de là d'où on vient, de nos particularités, mais il faut aussi que l'on construise avec les autres. Il y a un remède, en réalité, très clair, que la France peut utiliser et certains ont tenté de le faire. Si vous n'arrivez pas à promouvoir celles et ceux qui sont victimes du racisme en France, vous ne réglerez jamais le racisme dans les imaginaires, dans les cerveaux de ceux qui sont racistes ou qui ont leur petite once de racisme. C'est ça le problème. Là, tu veux changer l'imaginaire. Oui, changer les ce qui est sûr, en tout cas, les imaginaires par la représentation. C'est-à-dire que le jour où on rentre dans un gouvernement, ça a déjà existé. Non, vous êtes capable de vous dire, en France, on peut pas avoir un gouvernement uniquement composé de blancs. C'est pas possible. Et que ce gouvernement-là doit être composé de blancs, de noirs, de métis, d'asiatiques, de personnes d'origine maghrébine. Mais Claudie, c'est toujours les noirs, c'est toujours les noirs et les arabes qui ont ces revendications-là. Non, moi j'ai pas surtout les noirs d'ailleurs. Non, c'est pas une revendication. Non, je suis en train de dire si la France, je dis que si la France étatique veut régler le problème du racisme, c'est un problème d'imaginaire, ça met du temps, et il faut que constitutionnellement, la représentation française se fasse par tout ce qui ethniquement compose la France. C'est simple. Mais attends, on est d'accord. C'est la même loi de parité. Et moi, je suis pour une loi de façon de quota en France. Alors, c'est très simple, qui s'appellerait justement. Ça va me revenir. L'appellation qui. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que l'on arrive à dire que la parité homme-femme, c'est une politique de quota. Et c'est une politique de quota parce qu'il y avait de la discrimination envers les femmes. Donc, comment est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, sauf si les personnes noires, métisses, maghrébines, asiatiques ne sont pas des êtres humains comme les autres. En 2 jours, ils peuvent mettre ça en place. Parce que ça demande aussi, ça demande aussi. Il faut que ce soit constitutionnel. Il faut que ce soit constitutionnel. Parce que sinon, s'ils l'ont pas fait jusqu'à présent, Claudie, s'ils l'ont pas fait jusqu'à présent, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Et donc, la responsabilisation. Il faut qu'on se responsabilise. Mais ça veut dire que. Il faut qu'on se responsabilise. On revient à la question. Et c'est exactement ce que je disais dès le début. L'énergie. Donc, on va mettre de l'énergie à faire en sorte que le gouvernement soit assez représentatif pour que nous, on puisse être représentés dans le gouvernement français. C'est ça. En fait, mais c'est ça. C'est là où tu mets de l'énergie. Il y a ça, et il y a aussi la responsabilisation dans le sens où moi, qui suis jeune dans le milieu, ma vie a changé à partir du moment où, comme le disait Ludovic Herman tout à l'heure, où j'ai commencé à lire. Tu prends la communauté chinoise. Ils sont arrivés, comme dirait le frère Hamzat, les fourmis ne font pas de bruit. Ils sont arrivés, frérot, ils n'ont pas parlé. Ils ont récupéré le 13e arrondissement. C'est écrit en mandarin, c'est écrit en chinois dans le 13e arrondissement. Que tu les aimes ou tu les aimes pas, ils ne sont pas là pour être aimés, frère. Ils sont là pour devenir une puissance économique. Inspirons-nous des Chinois. Mais tu vois, là, tu parles d'une communauté. Pas de pleurniche, pas de demander telle ou telle chose. Ils ne demandent pas, ils prennent. Mais si tu veux être puissant dans le système, quelle est la finalité de tout ça au final? Pour vivre heureux avec les tiens. Seulement avec les tiens. Pas dans le système, donc avec les autres. Le système te contrôle 20 fois dans la journée. Oui, mais si tu deviens puissant, dans ce système... Non, mais t'as pas compris, frérot. T'as pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? En fait, t'as pas compris. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu vis avec les tiens que t'es fermé aux autres. C'est pas ce que je te dis. Hein. L'amour des siens, c'est pas la haine des autres. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire, organisons-nous, structurons-nous
comme les Chinois. Et après, si on doit faire des mariages mixtes, si éventuellement on doit faire des business avec les autres, on le fera, frère. Et donc le but, c'est d'aimer vivre dans le système au final. Mais on est obligé d'être dans le système. C'est pas la question de pas être dans le système. La question, c'est... Non, parce que tu dis quelque part qu'on doit arrêter de vouloir être aimé par le système. Mais c'est notre système. Je t'ai donné des exemples. Pourquoi on a autant de gens qui veulent devenir fonctionnaires chez nous? Parce qu'ils ont envie d'intégrer le système. Non, c'est un conditionnement. En fait, le fonctionnaire, c'est rien d'autre, dans sa globalité, une mentalité de « je ne prends pas les choses en main, j'attends ». J'ai remarqué que le communautarisme pose problème que lorsqu'il est noir ou arabo-musulman. Marlène Schiappa, quand elle est ministre et quand on lui parle des déboires qui se passent en Corse, et qu'elle dit « ne me parlez pas de la Corse, je suis Corse et je ne veux pas qu'on stigmatise les Corses », alors qu'on parle objectivement d'une situation judiciaire, des commissariats qui se font caillasser, etc., suite à une situation dramatique, la mort d'Yvan Colonna, elle amène tout de suite, alors qu'elle doit être Corse à la 4e ou 5e génération, elle dit « je suis Corse ». Le communautarisme, comme il considère d'autres communautés, il ne pose pas de problème. Et dès qu'il s'agit effectivement du communautarisme, ce qu'on peut appeler communautarisme, finalement, après, la définition du communautarisme. Est-ce que les Français, quand ils sont au Canada ou en Angleterre, aux États-Unis, et on sait très bien qu'ils se regroupent entre eux et tout, et c'est humain et c'est normal, peut-on les taxer de communautaristes ? Pour autant, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer cela comme communautarisme. Quand effectivement nos parents sont arrivés, déjà qu'on a mis dans les mêmes banlieues, etc., mais qui se sont rapprochés, qu'ils ont vu qu'ils avaient des coutumes à peu près similaires et que les enfants sont devenus copains, allaient dans les mêmes écoles, etc., est-ce qu'on peut appeler ça nécessairement communautarisme? Je ne suis pas sûr. De la même façon qu'on n'appellerait pas les Français qui sont installés au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on ne les taxerait pas, ou en Asie, en Chine, de communautarisme. Donc déjà, je trouve que la définition du communautarisme est problématique. Nous, on a la possibilité de constituer notre propre table, et quand on va constituer notre propre table, peut-être qu'à ce moment-là, ils diront attendez, venez, on élargit la table. Donc c'est un peu, du moins, c'est cette lecture-là. Moi, je vais résumer par une chose. Oui. Moi, je suis indépendantiste. Je suis pour l'indépendance de la Guadeloupe. D'accord. C'est très clair. Alors, c'est le sujet qu'on va aborder dans l'autre émission. On va attendre. C'est pour ça que sur la question du racisme, moi, je ne cherche pas à être reconnu. En plus, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne veux pas être dans le regard de l'autre ce qu'il veut que je sois. Donc, moi, je n'ai que faire de ça. Je dis juste, si la France veut régler le problème du racisme, voilà ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire. Si elle ne souhaite pas le régler, ce n'est pas moi qui vais prendre mon bâton de pèlerin. Je suis pas Don Quichotte. Je suis ni Don Quichotte. Je suis ni un tirailleur qui va se sacrifier, être la chair à canon de personne. C'est très clair. Et je conseille les miens de ne pas être dans cette logique-là. Et ton héros historique auquel tu t'identifies, ce serait lequel? Pour moi, il y a deux figures tutélaires de deux époques totalement différentes. Il y a Frantz Fanon. Parce que c'est un scientifique qui comprend ce qu'est l'être humain dans son fonctionnement. Frantz Fanon de peau noire masque blanc ou Frantz Fanon de la Révolution algérienne? Pour moi, c'est le même. Ok. Parce que dans l'un, il est théoricien, dans l'autre, il demande bien sûr. l'appel mais bien sûr. Mais pour moi, c'est le même. Il va jusqu'au bout, finalement, des choses. Et il y a Mandela, qui est dans un autre contexte. Dans un contexte où il aurait très bien pu, en devenant président, dire on va traduire devant les tribunaux tous les Blancs qui ont été les acteurs, parce qu'ils étaient là, ils étaient toujours là, les acteurs de l'apartheid. Et il voit la vie autrement, parce qu'en réalité, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Il veut un avenir pour les siens, qui sont les damnés de la terre. Petit parallèle. Il était plus pragmatique, il était plus pragmatique que traître, alors, tu dirais? Pour moi, Mandela n'est pas un traître. Un homme qui a donné 27 ans de sa vie sans savoir même qu'il sortirait un jour de prison et qui est resté arc-bouté sur ses principes, ne peut pas être un traître. Maintenant, il s'oublie lui et peut-être même ses idées premières et il se dit je dois penser à l'avenir des miens et des générations futures. Moi, mon rôle aujourd'hui, quand j'investis du temps, de l'énergie et de l'argent, c'est de dire aux gens c'est fini. On se prend en main, on n'a plus d'excuses. On a des notaires, on a des dentistes, on a des médecins, on a des avocats qu'on va mettre en valeur, on va travailler avec eux. D'abord, allez donner votre argent, c'est chez personne là. Il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas de discrimination. Mais nous, on est là, on veut être validé, on va frapper aux portes du département, aux portes de l'Élysée. S'il vous plaît, faites un événement pour nous, organisez un truc. Il y a nos anciens, ils sont dans des foyers avec des cafards derrière, par terre. Mais nous, on a fait quoi pour nos propositions? Je suis d'accord avec l'idée. Mais qui s'est battu pour eux à ce niveau-là? C'est ce que je te dis, nous-mêmes.
En tant que petit enfant. Et en plus, C'est ce quand qu'on a tu fait. parles, mais en plus, quand tu parles de la communauté, tu parles de la communauté afro, mais je t'ai pas entendu une seule fois évoquer déjà les problèmes qu'il y a au sein de notre propre communauté. Plusieurs Parce que fois. tu parles, tu vois, tu parles de, dans les épisodes, quand tu cites, Plusieurs fois, on parlait de tu vois, problèmes. tu cites les Chinois, donc voilà, c'est des Chinois. Là, tu parles de la communauté afro dans sa globalité, et déjà rien qu'entre nous, il y a quand même de gros soucis et de gros problèmes. On passe Il y a notre temps. pas de solidarité, il y a pas de. Après, c'est vrai qu'on est là tous. Enfin, en tout cas, j'ai vu pas mal de vos vidéos et j'ai suivi pas mal de choses sur le fait qu'il faut consommer afro, il faut aller chez le... Et on le fait tout le temps, moi je le fais tout le temps. Voilà. Mais à un moment donné, quand tu dis organisons-nous, déjà faisons en sorte qu'entre nous, on arrive à apaiser un certain nombre de choses. Et combattons notre médiocrité. Le déclic peut aussi venir des personnes qui sont fonctionnaires. Ils représentent une puissance. C'est juste la direction de ce qu'ils font. On doit arrêter d'être attentiste. Ça, je suis d'accord. Bah, moi, je dis pas qu'il ne faut pas fonctionner. Attendez, mon propos, attendez, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être fonctionnaire. Il en faut. Et c'est bien si certaines personnes veulent l'être. Je dis que quand il y a un surnombre de notre communauté dans des professions, il faut l'analyser. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois qu'il y a un vide, quand tu vois d'autres communautés qui ne vont pas dans ces professions, il faut l'analyser aussi. Il faut se dire pourquoi d'autres communautés ne viennent pas en masse. En gros, pourquoi on est par exemple autant footballeurs et aussi peu écrivains ou journalistes? Regardez l'Ukraine, comment elle est reçue de manière affective. Les migrants ukrainiens, il y a quand même une affinité culturelle, même visuelle. Là-dessus, on est d'accord. Alors que la si on regarde... des États ont des intérêts, mais derrière les États, il y a des êtres humains. Alors que si on regardait culturellement, je ne suis pas sûr que les Ukrainiens soient plus proches de la France que beaucoup de pays d'Afrique. Là-dessus, on est d'accord. Mais en tout cas, cette vision, elle est en train de changer, y compris dans les pays concernés. Et c'est aussi, du coup, c'est un défi, et c'est un beau défi. Je pense que c'est en train de marcher, entre guillemets, en ce qui se passe du côté de l'Afrique du Nord et de l'Afrique en général. Je pense que c'est en train de marcher. Mais si on est honnête, ici, intellectuellement, je ne fais pas, moi, la distinction, puisque finalement, je vois qu'on est globalement tous, on subit à peu près tous les mêmes discriminations, etc. Et je vais même vous donner un exemple. Moi, par exemple, dans ma jeunesse, je m'identifiais beaucoup plus à des Noirs américains, par exemple, ah oui, qui ça qu'à même des leaders arabes. Qui ça je vais vous en donner. Alors, Malcolm X, Mohamed Ali, Martin Luther King moins, si je dois être honnête. Martin Luther King moins. Mais oui, effectivement. Donc, les modèles, et y compris parfois en tant qu'avocat, on s'inspire aussi beaucoup. Vous avez oublié tout à l'heure une affaire extrêmement célèbre. Vous avez fait, et j'étais un petit peu déçu d'ailleurs de votre part, vous avez soulevé deux affaires judiciaires extrêmement importantes. Mais l'affaire la plus importante et qui est extrêmement emblématique et qui pourrait presque résumer notre débat aujourd'hui, c'est l'affaire O.J. Simpson. Ah oui, bah oui, autant pour moi. Alors, Sauf que la résultante n'était pas la même. Il a été innocenté précisément, étant donné que l'élite américaine, la Cour suprême, etc., avait compris que les symboles dominent les cœurs et que par conséquent, même si tout accablait O.J. Simpson, il fallait le blanchir. Faute de quoi, le lendemain, l'Amérique brûlait. On est d'accord, mais le procès, les médias coupables, le procès, les jurés noirs l'acquittent. Donc voilà, parce que c'est joué au sein, encore une fois, de ce procès. C'est pas jouer l'affaire en vérité avec les preuves matérielles, etc. Non, c'est la symbolique. C'est jouer la symbolique, l'opinion publique. J'ai renforcé ma volonté d'indépendantisme après ma mission de délégué interministériel. Alors là, j'étais convaincu que c'était pour nous la seule voie. Mais pas la seule voie, mais pas dans une confrontation, une affrontation avec la France. On a une histoire commune, ok, c'est bon. Maintenant, il est temps qu'on se sépare peut-être. Est-ce que tu penses que, si j'ai deux questions, est-ce que tu penses que la Guadeloupe et les Antilles de manière générale sont prêts pour l'indépendance? Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que tu en as parlé à Emmanuel Macron, dont tu es un petit peu proche? Mais lui, il sait que je suis indépendantiste. Non, mais il sait que je suis dans cette logique-là. C'est dans la marche naturelle des choses. Je suis indépendantiste pour ma Guadeloupe. Alors, ta première question, parce que moi, je suis resté, tu m'as laissé bloquer ma première question. Non, tu disais... Est-ce que la Guadeloupe est prête et les Antilles sont prêtes? J'y ai un peu répondu. J'y ai un peu répondu. Malheureusement, aujourd'hui, si tu fais un sondage, et il y a eu, d'ailleurs sous Sarko, possibilité d'évolution statutaire avec les articles 73-74 pour aller vers une plus grande autonomie. Et qui dit plus grande autonomie dit aller vers une forme d'indépendance.
Et les gens n'y sont pas prêts. Lorsque on n'arrête pas de me dire, oui, mais regarde, comment allons-nous faire? On n'a pas de pétrole, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Je dis, je suis désolé, même les matières premières dont on parle, c'est juste l'intelligence ou l'utilisation que l'on en fait parce que des hommes et des femmes ont réfléchi. Donc, les Seychelles, aujourd'hui, c'est 100 000 personnes. On les mettrait dans le Stade de France. Les Seychelles, c'est un archipel indépendant. Moi, je vais paraphraser Desporouti qui disait, je cite, « L'égalité des droits, une grosse escroquerie. Quand les petits se rendront compte, ils feront des dingueries. » Moi, je souscris à 200% à cette réalité. Moi, je ne crois pas en cette réalité. Parce que quand tu as des communautés qui sont plus souvent victimes de discrimination à l'embauche, de discrimination pour obtenir un logement, de contrôle aux faciès, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc déjà, je n'y crois pas. Après, c'est pas pour autant que je dis pas qu'il faut se battre. Je dis qu'il faut se prendre en main. Je dis qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs publics. Il faut être proactif, il faut s'organiser en association, en collectif, en société, se prendre en main avec des personnes qui nous ressemblent et créer de la valeur, créer de l'argent, créer de l'emploi pour des personnes qui sont susceptibles de t'apprécier comme tu es. De ne pas se dire « Ah, c'est une femme voilée, ah, c'est un homme noir, ah, c'est un homme jaune ». Non, t'es compétent, on bosse ensemble. C'est pas grave. T'as pas l'emploi que tu veux à la mairie, t'as pas l'emploi que tu veux au département. Moi, je te donne ta chance, viens, tu bosses avec moi. Et c'est comme ça qu'on devient une puissance économique et qu'on ne se soucie pas du regard des autres. Le problème de chez nous, c'est qu'on veut être validé par le système. On veut que le mec qui a la boîte de nuit qui est hype nous laisse rentrer. On veut que le mec qui a le restaurant nous laisse rentrer. On veut que le mec qui soit en poste dans telle entreprise, coté en bourse, nous laisse rentrer. Arrêtons. Ils veulent pas de nous, c'est pas grave. On s'organise, on se prend en main. Mais aller à chaque fois dépenser une énergie folle pour rentrer dans un restaurant alors qu'on veut pas de toi, pour rentrer dans une boîte de nuit alors qu'on veut pas de toi. Elle est là, la mentalité du petit nègre. Le petit nègre, c'est le syndrome de Stockholm. C'est la mentalité de tirailleur. C'est la mentalité du tirailleur, c'est je veux me dévouer à toi alors que tu veux pas de moi. Aujourd'hui, lorsque j'ai entendu les gens de la droite parler, et il y a un vrai racisme dans le propos des représentants de la droite aujourd'hui, parler de la Nouvelle-Calédonie, que moi j'appelle Kanaki. Et donc, il disait, oui, la Nouvelle-Calédonie doit rester française, c'est une terre française, quoi que ce soit. Et moi, qui aime l'histoire aussi, je suis un féru d'histoire, j'ai cru entendre du temps de l'Algérie française, entendre les généraux, entendre les politiques dire que l'Algérie doit rester française. J'ai entendu le même propos. C'est vrai. Les peuples autochtones aujourd'hui, les Kanaks, aujourd'hui, ils sont toujours là. Hein. On les a pas exterminés comme en Guadeloupe ou comme en Martinique. Hein. Eux sont toujours là. Hein. Eux, leur terre est occupée. Et puisque le président Emmanuel Macron a dit très clairement lorsqu'il était candidat que la colonisation est un crime contre l'humanité, donc la France continue à perpétrer un crime contre l'humanité. Il faut que la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, ait l'indépendance. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et de engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir
à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.